Alors, on fait la récolte de thé, on va récolter, alors essentiellement sur toutes les familles de thé, on va essentiellement récolter le bourgeon ainsi que les deux premières feuilles collées au bourgeon. Sur certains grands crus de thé, on va récolter uniquement le bourgeon ou le bourgeon plus la première petite feuille collée au bourgeon. Ce qu'il faut savoir également, c'est que sur les très grands crus de thé, on va ne faire qu'une seule récolte par an, donc dans les premiers jours du printemps. Et ensuite, on va tailler les plants de théier au maximum pour qu'ils se reposent durant l'année, qu'ils se regorgent d'huiles essentielles et de toute sa sève pour pouvoir produire l'année suivante à nouveau une récolte exceptionnelle. En revanche, sur, certaines, récoltes, des récoltes, des jardins de moyenne gamme ou de plus basse gamme en tous les cas, on peut faire 2 voire 3 récoltes par an. Donc la première récolte étant celle de printemps, dans les premiers jours du printemps. On peut refaire une seconde récolte au mois de juin en fonction de la saison et enfin, il existe sur certains jardins une troisième récolte, ce qu'on appelle la récolte d'automne, qui sera faite au mois de septembre, fin septembre, début octobre. Alors bien évidemment, plus on va aller loin dans les récoltes, plus basse la qualité du thé sera. Quelles que soient les familles de thé, quels que soient les terroirs, les meilleures qualités de thé sont les récoltes de printemps. Et d'ailleurs, les amateurs de thé, les connaisseurs, recherchent avant tout les récoltes de printemps. Donc c'est ce qu'on appelle la récolte first flush, première main, première récolte. Alors, le thé est acheté, donc il faut savoir en première main que le thé est transformé sur place. Donc, les cueilleuses récoltent les feuilles de thé et le thé est transformé directement dans la ferme, hein. On appelle ça en Chine des fermes de production. Donc le thé est transformé directement à la ferme. Ensuite, il existe des négociants, des grands négociants en thé, donc nous en dénombrons en Europe 3 ou 4 qui vont venir sélectionner les lots de thé à travers de nombreuses dégustations. Et ensuite, le thé part à l'exportation, sera stocké à Hambourg, qui est la plateforme européenne du thé. Et de là, le thé sera vendu aux différentes maisons de thé en Europe. Pour ce qui est des thés parfumés, donc que l'on va beaucoup trouver en Europe, que l'on va vendre en quantité plus importante, le thé, la plupart du temps, est parfumé, donc ça se fera à Hambourg, où on a des laboratoires spécifiques où on travaille avec les nés. D'ailleurs, mon nez donc se situe à Hambourg directement. Alors le thé, effectivement, va varier en fonction des terroirs. Donc je reprécise que le thé, quel que soit le pays, quel que soit le terroir, provient de la même plante. Donc on a la base de la plante, le Camellia sinensis, qui va évoluer différemment en fonction du terroir, en fonction de l'altitude à laquelle il est planté et en fonction du climat. Donc sur certaines régions, je vais avoir des théiers qui vont développer des feuilles très grandes. D'autres régions, les feuilles vont être beaucoup plus petites, plus fines, plus fragiles. Et ce terroir va être en grande partie à l'origine de la qualité et des arômes que le thé va pouvoir développer par la suite. Effectivement, on va dire que chaque thé est unique et l'on parle vraiment des 10 000 thés parce que nous avons une variété de thé qui est énorme et chaque thé a ses caractéristiques, ses arômes spécifiques. Et d'ailleurs, sur le même nom de thé, je parle par exemple du Longqing, donc un thé vert classique chinois, d'un jardin à un autre le thé
peut avoir des petites notes caractéristiques différentes parce que le terroir ne sera pas exactement le même. Le procédé de fabrication pour un peu qu'au niveau de la torréfaction, il y ait une petite différence de temps de chauffe du thé, les notes développées vont être différentes.